Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle petite capsule pour la préparation de votre troisième partie d'épreuve de français pour le concours du CRPE. C'est toujours Timothée Gauthier, votre professeur de philosophie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés pour aborder aujourd'hui une figure philosophique qui n'est pas forcément très connue des étudiants, mais qui est particulièrement pratique dans le cadre de la préparation des concours, parce qu'Alain est un philosophe très clair, très simple dans son expression, et donc qui a le mérite de pouvoir réfléchir sur des réalités complexes, mais dans un vocabulaire qu'il est aisé à saisir. Et donc j'aimerais aujourd'hui vous parler d'Alain et des vertus du citoyen. Alors évidemment, comme d'habitude, je ne pourrais pas commencer ma vidéo sans faire un petit apéritif, et évidemment, si on parle de philosophie politique, on ne peut pas ne pas faire un petit détour par Aristote, qui va nous permettre de faire une petite introduction. Aristote et la question des différents régimes politiques. Alors Aristote, vous le savez peut-être, c'est, en tout cas c'est mon avis personnel, le plus grand philosophe de tous les temps. Il est né en 384 avant Jésus-Christ et est mort en 322. Quelles sont les caractéristiques de la vie d'Aristote? C'était tout d'abord un disciple de Platon. Je vous avais peut-être donné ce petit moyen mnémotechnique pour retenir l'ordre de ces trois grands philosophes. Socrate d'abord, Platon ensuite, Aristote enfin. Et on peut le retenir en retenant l'acronyme SPA, comme la Société protectrice des animaux. Socrate d'abord, Platon ensuite, Aristote enfin. Et donc Aristote, c'est le disciple de Platon, mais c'est un disciple particulièrement critique de Platon. Il va à la fois assumer certains aspects de sa pensée, mais il va aussi remettre en cause la philosophie de Platon. On avait vu dans la toute première vidéo que la philosophie de Platon était une philosophie dite idéaliste, la philosophie c'est-à-dire qui s'attachait à la réalité du monde des idées. La réalité véritable, c'est la réalité en soi, celle qu'on contemple dans ce qu'on pourrait appeler métaphoriquement le ciel des idées. Aristote, lui, au contraire, va proposer une philosophie réaliste. Il va dire non, les idées ne sont que des concepts, ne sont que des idées en soi. Ce qui existe vraiment, ce ne sont pas les concepts qu'on invente, qu'on construit avec notre intelligence. La réalité qui existe, c'est la réalité qu'on voit là, qui est sous nos yeux, qui est faite de cette matérialité. Et donc du coup, on va considérer que la philosophie d'Aristote n'est pas une philosophie idéaliste, puisqu'il va s'opposer à la théorie des idées de Platon, mais au contraire, que sa philosophie relève d'une pensée réaliste, c'est-à-dire vraiment attachée à la matérialité du monde. Il se trouve qu'en plus, Aristote était biologiste de formation, et donc forcément, il était un peu les mains dans le cambouis d'un point de vue philosophique. Il regardait la vie telle qu'elle est sous ses yeux, et non pas telle qu'elle était dans un monde idéal. Il se trouve qu'il a aussi eu un rôle politique fondamental, Aristote, rôle politique qui est notamment évoqué par Charles de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Il était le précepteur d'Alexandre le Grand. Et Charles de Gaulle dira à propos d'Alexandre le Grand, derrière toutes les victoires d'Alexandre le Grand, il y a Aristote. C'est-à-dire que c'est par la formation qu'Aristote lui a donnée qu'Alexandre le Grand a pu faire rayonner son empire, conquérir autant de territoires et manifester, on va dire, son intelligence de stratège. Et il a évidemment produit, Aristote, une œuvre gigantesque. Je vous ai mis ici quelques éléments. La métaphysique, évidemment, qui est un grand, enfin même peut-être le plus grand livre de philosophie métaphysique de toute l'histoire de la philosophie, où Aristote va réfléchir à ce que c'est que l'être, ce que c'est que le néant, ce que c'est que la matière, ce que c'est que l'âme. Donc il va réfléchir à ces grandes questions fondamentales. Des ouvrages portés davantage sur la théorie littéraire et le langage, comme la rhétorique et la poétique. Des ouvrages plus politiques dont on va parler aujourd'hui, la politique et l'éthique à Nicomaque. Et enfin, des ouvrages qu'on qualifie de naturalistes, c'est-à-dire qui s'intéressent à la nature des choses, par exemple de l'âme, à la nature de l'âme, et les parties des animaux qui s'intéressent à, comme son nom l'indique, aux parties des animaux. Voilà donc pour quelques éléments sur Aristote. Et alors Aristote, il se trouve que dans sa théorie politique, il a réfléchi à ce qu'est un régime politique. Évidemment, vous vous doutez bien que si je vous parle ici d'Aristote et des régimes politiques, ce n'est pas pour le plaisir, même si évidemment c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est juste que ça va vous servir dans la suite de la vidéo, pour vous expliquer un peu Alain. Et donc, quels sont les 6 régimes politiques selon Aristote? C'est ce qu'il explique dans le livre 3, chapitre 7, soyez précis à chaque fois dans les références que vous apprenez de son ouvrage La politique. Il distingue 6 régimes politiques. Alors, pour comprendre quels sont ces 6 régimes politiques, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un régime. Qu'est-ce que c'est qu'un régime? Un régime, c'est une politeia en grec, une politeia.
P-O-L-I-T-E-I-A, ce qui signifie une constitution. Et qu'est-ce que c'est qu'une constitution? C'est une certaine répartition des pouvoirs dans la population. Alors c'est ça une constitution, c'est pour Aristote une répartition des pouvoirs dans la population. Et donc si le régime c'est la répartition des pouvoirs dans la population, ça veut dire que la première question que pose un régime c'est qui gouverne? Et pour Aristote, il y a 3 possibilités pour répondre à cette question. Qui gouverne? Soit ce qui gouverne c'est la majorité du peuple, soit c'est une minorité du peuple, soit une seule personne. Et ça ne peut pas être autre chose que ça. Soit c'est une seule personne, soit c'est un petit groupe de personnes, soit c'est la majorité du peuple. Ce sont les 3 possibilités qu'on peut invoquer lorsqu'on pose la question « mais qui gouverne ?» Et deuxième élément très important, l'autre question qu'Aristote va poser c'est « mais pour qui gouvernent ces gens-là? Pourquoi? Dans quel but? Dans quelle finalité ?» Et là, il donne 2 réponses possibles. Soit les régimes politiques gouvernent, les gouvernants gouvernent pour eux-mêmes, soit ils gouvernent pour le bien de tous. Ce sont les 2 réponses qu'on peut apporter à la question pour qui gouvernent ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils gouvernent? Quelle est la finalité? Quel est le but qu'ils donnent à leur action politique? Et donc du coup, de ces 2 critères qui définissent un régime, qui gouverne et pourquoi ces personnes-là gouvernent, Aristote va tirer un tableau, en fait une classification des 6 régimes politiques. Il existe pour Aristote 3 régimes droits et 3 régimes déviés. Les régimes droits sont ceux qui œuvrent pour le bien commun. Les régimes déviés sont ceux qui œuvrent pour leur bien particulier. Et vous voyez, il va croiser ces systèmes, enfin ces infos-là, et il va faire une liste des régimes. Par exemple, quand une seule personne gouverne pour son bien particulier, Aristote va dire « cette personne est un tyran ». Quand en revanche une personne gouverne seule, mais pour le bien de tous, Aristote va dire « cette personne est un monarque ». Alors on va faire un petit peu d'étymologie, tyrannos je vous l'expliquerai plus tard, mais monarché, monos en grec ça veut dire monos, ça veut dire seul, hein, comme un monoski par exemple, c'est quand on a un seul ski, monos ça veut dire seul, et arché, on l'avait déjà vu, arché ça veut dire le commencement, le principe, et donc le monarque c'est celui qui est au commencement, au principe, au gouvernement, qui est seul. Okay? Donc, la monarchie n'est pas forcément mauvaise pour Aristote. Ça peut même être un très bon régime, du moment que le roi fait bien son boulot, c'est-à-dire travaille pour le bien de tous. En revanche, quand le roi s'occupe uniquement de mettre de l'argent dans un compte pour lui-même, eh bien dans ce cas-là, il devient un tyran, parce qu'il gouverne pour lui-même et non pas pour le bien de son peuple. Deuxième possibilité, du coup, quand la minorité gouverne. Si c'est une petite minorité qui gouverne pour elle-même, dans ce cas-là, on est dans le cas d'une oligarchie. C'est un régime dévié, l'oligarchie. C'est un mauvais régime, et donc c'est un régime dangereux. En revanche, l'aristocratie, va dire Aristote, l'aristocratie, c'est quand le petit groupe des meilleurs, hein, Aristote ici ça veut dire meilleur, le petit groupe des meilleurs, aristocratie, possède le pouvoir. Kratos en grec qui veut dire le pouvoir. Et donc l'aristocratie est un très bon régime, du moment que la minorité gouverne pour le bien de tous. Et enfin, dernier régime, quand la majorité gouverne, soit la majorité gouverne pour elle-même, et donc dans ce cas-là, elle exclut les minorités, et dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle une démocratie. Vous voyez bien que ici, Aristote, du coup, range la démocratie dans la catégorie des régimes déviés. La démocratie, c'est la majorité qui devient tyrannique, d'une certaine manière. Et la politeia, hein, c'est le régime, la constitution par excellence. Vous voyez, Aristote ne lui donne pas de nom parce qu'il dit il n'y a pas de nom à lui donner, c'est le régime, c'est la constitution par excellence. Donc ils appellent ça une politeia, hein. Je vous ai dit que constitution, ça se disait politeia en grec. Alors il y a eu plusieurs traductions, il y a des traducteurs qui disent république, il y en a qui disent régime constitutionnel. En tout cas, c'est un régime dans lequel la majorité gouverne non seulement pour elle-même, mais pour tout le monde, pour le bien commun. Et donc, ce qui est super intéressant dans cette théorie d'Aristote, et c'est pour ça que c'est un génie, en tout cas selon moi, c'est qu'il n'a pas une position manichéenne du tout. Il ne dit pas il y a d'un côté un seul bon régime et tous les autres sont des mauvais régimes. Non, il va dire il y a plusieurs formes de régimes différents qui sont sûrement liées aux circonstances. Il dit, vous voyez, quand il y a une population qui n'est pas forcément éduquée du tout, etc., il va dire
Il vaut peut-être mieux qu'il y ait une monarchie ou une aristocratie, parce que les gens ne sont pas forcément aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes, etc. En revanche, quand il y a une population qui est éduquée, etc., on peut facilement mettre en place un bon régime comme le régime de la Politeia. Vous voyez, en fonction des circonstances, Aristote va dire ce ne sont pas toujours les régimes où la majorité gouverne qui sont bons. Et donc, il va vraiment essayer de relativiser un peu le point de vue sur les régimes, et ça me paraît particulièrement intéressant. D'autant plus qu'il va dire que le régime n'est jamais parfaitement monarchique ou parfaitement tyrannique. Et donc du coup, il dit qu'il y a souvent des mélanges. Et donc parfois, il y a des monarchies qui dérivent vers la tyrannie, des aristocraties qui dérivent vers la démocratie, etc. Et il va montrer que tout ça est une espèce de mouvement perpétuellement instable dans lequel il y a plus ou moins d'éléments monarchiques, plus ou moins d'aristocratie, plus ou moins de démocratie. Et donc, il va essayer de mettre en place, Aristote, une sorte de politique du mélange, où il va essayer de mélanger un peu certains aspects tyranniques, certains aspects aristocratiques, certains aspects démocratiques, pour essayer, dans la gestion du pouvoir, de mettre en place des régimes qui soient stables et qui conviennent à la situation dans laquelle est la cité. Donc, du coup, ça me paraît particulièrement intéressant parce qu'il a une réflexion extrêmement riche sur la nature des différents régimes politiques. Okay ? Pourquoi je vous parle de ça? Parce je vais vous parler ici d'un philosophe, Alain, qui a beaucoup réfléchi à la question politique et nous allons travailler ensemble un de ses textes. Alors, qui est le philosophe Alain? Le philosophe Alain, c'est un grand philosophe de la deuxième moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, excusez-moi, oui, je vais dire 21e, du 20e siècle, bien sûr. Et quelles sont ses caractéristiques? Quelle est sa vie? Il s'appelle de son prénom au départ Émile-Auguste Chartier, et ce n'est pas un philosophe qui a une école particulièrement prononcée. D'accord? Il a été longtemps professeur en Cagne à Henri IV. Cagne, c'est les deuxièmes années de prépa littéraire. Et en fait, il appartient à ce qu'on appelle l'école de philosophie française rationaliste. C'est-à-dire que pour lui, la philosophie, c'est lutter contre les préjugés, interroger les évidences, etc. Mais il n'appartient pas à un énorme courant de la philosophie, comme la phénoménologie, comme l'existentialisme, comme le marxisme, etc. Non, c'est un philosophe, on va dire, on pourrait dire, et c'est une qualité dans ma... Enfin, c'est pas une critique dans ma bouche, il a surtout été un excellent professeur de philosophie. Et donc, il a essayé d'interroger les préjugés des uns et des autres, et il n'a pas forcément de système philosophique qui le définit en tant que tel. Mais du coup, c'est pour ça que ces textes sont particulièrement intéressants, parce qu'ils sont à la fois très denses et en même temps exprimés dans une langue extrêmement claire. Et donc, il a été notamment longtemps professeur en Cagne, si je ne m'abuse, il est arrivé en 1909 comme professeur en Cagne à Henri IV, et il a eu des élèves très célèbres comme Simone Weil, Raymond Aron, Georges Canguilhem, André Mauroy, Julien Gracq, et donc toute une série de grands intellectuels, de grands hommes de lettres, de grands philosophes qui ont été à son, devant, sur les bancs de son école. Donc c'est évidemment quelqu'un qui, sans avoir eu un rayonnement intellectuel philosophique mondial, a eu quand même une fécondité en tant que professeur qui était très importante. Sa philosophie, elle est marquée quand même par un élément important, c'est son pacifisme. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Mars ou la guerre jugée », où il parle de la Première Guerre mondiale et où il développe vraiment des idées pacifistes assez importantes, en lien notamment avec celle de Bergson. Et surtout, et c'est ça qui nous intéresse, il a écrit énormément d'articles, de réflexions qui lui ont été inspirés par les événements de la vie, etc., qu'on appelle des propos. Et donc dans l'œuvre d'Alain, et c'est pour ça que c'est assez facile et intéressant de lire l'œuvre d'Alain, c'est qu'il a rassemblé toutes ces réflexions en thématiques. Et donc il a écrit par exemple des propos sur l'éducation, des propos de politique, des propos de littérature, des propos d'économie, des propos d'esthétique. Et vous voyez, il a rassemblé ensuite toute son œuvre dans plein de petits propos. Il y en a une liste très longue. Et donc là, nous, on va étudier les propos d'un Normand, qui sont un recueil dans lequel il y a un peu de toutes les réflexions qui ont jalonné la carrière intellectuelle du philosophe Alain. Voilà le texte qu'on va lire ensemble. Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. Et il est bien clair que l'ordre et la liberté ne sont point séparables. Car le jeu des forces, c'est-à-dire la guerre privée à toute minute, n'enferme aucune liberté. C'est une vie animale, livrée à tous les hasards. Donc les deux termes, ordre et liberté,
sont bien loin d'être opposés. J'aime mieux dire qu'ils sont corrélatifs. La liberté ne va pas sans l'ordre, l'ordre ne vaut rien sans la liberté. Obéir en résistant, c'est tout le secret. Ce qui détruit l'obéissance est anarchie, ce qui détruit la résistance est tyrannie. Ces deux mots s'appellent car la tyrannie, employant la force contre les opinions, en retour, emploient la force contre la tyrannie. Et inversement, quand la résistance devient désobéissance, les pouvoirs ont beau jeu pour écraser la résistance et ainsi deviennent tyranniques. Dès qu'un pouvoir use de force pour tuer la critique, il est tyrannique. Okay. Alain, propos d'un Normand. Comme d'habitude, je vous laisse avec quelques questions pour pouvoir, on va dire, déblayer ce texte. Alors attention, vous voyez bien que c'est un texte qui est à la fois pas très compliqué et en même temps dont les implications politiques, philosophiques sont très importantes et surtout qui loge énormément de concepts en son sein. Résistance, obéissance, jeu, force, hasard, liberté, tyrannie, critique, opinion, etc. Il y a énormément de concepts. Et donc du coup, en fait, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est surtout d'essayer d'expliciter le sens des concepts. Je vous avais expliqué que la philosophie, c'est le travail d'explicitation des concepts, du sens des concepts. Et donc là, on va le faire tout particulièrement avec le philosophe Alain. Et donc, 3 questions. Essayez tout d'abord de faire un petit travail de définition des concepts suivants, résistance, obéissance, ordre, liberté, anarchie, tyrannie. Avant d'aller voir dans un dictionnaire, essayez de les formuler par vous-même. Ensuite, deuxième question un peu plus liée à la compréhension du texte. En quoi consiste la guerre privée selon Alain et en quoi ne renferme-t-elle aucune liberté? C'est quoi cette guerre privée dont il parle? Et enfin, pourquoi la tyrannie et l'anarchie s'appellent-elles selon Alain? Je vous laisse peut-être une quinzaine de minutes pour faire cet exercice et je vous retrouve dans 15 minutes pour, comme d'habitude, expliquer le texte. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer à chaque fois. À tout à l'heure.
Nous voilà arrivés à l'issue de cet exercice et donc nous allons pouvoir essayer de répondre à ces questions-là en expliquant les éléments de ce texte qui, sous certains aspects, peut paraître facile, mais qui en fait est réellement assez complexe. Quelles sont les idées à retenir? Le premier, c'est que l'équilibre de la vie politique et démocratique est tout à fait précaire. L'équilibre de la vie politique et démocratique est tout à fait précaire. Il y a une fragilité de la vie politique humaine. Premier élément. Or, deuxième élément, cette vie politique, elle repose sur ce qui constitue la cité, les politesses, c'est-à-dire les citoyens, ceux qui appartiennent à la police. La police, c'est la cité. Donc le citoyen, pour être un bon citoyen, et c'est pour ça que la vie politique est précaire, doit conjuguer deux vertus qui paraissent parfaitement contradictoires, mais qui ne le sont pas en réalité, l'obéissance et la résistance. L'homme doit à la fois obéir et résister en même temps, et Alain va nous dire que justement c'est un mystère. Obéir en résistant, voilà le secret. Troisième élément, troisième idée fondamentale, la complémentarité paradoxale de ces deux vertus permet d'éviter de sombrer dans une guerre permanente de tous contre tous. On va y revenir avec la notion de guerre privée. Et il faut donc, si on veut une structure politique stable, à la fois éviter l'anarchie, qui est l'expression logique de la désobéissance. Quand on désobéit, on va dans une situation d'anarchie, je vais vous l'expliquer. Et il faut aussi éviter la tyrannie, qui répond à cette obéissance, à cette désobéissance, puisqu'elle empêche, la tyrannie, que les gens d'autres désobéissent, puisqu'elle les tient sous sa coupe. Évidemment, et c'est la leçon un peu paradoxale et frustrante de ce texte d'Alain, cette vertu du juste milieu, à la fois, qui conjugue ordre et liberté, elle est très complexe à atteindre. On va essayer de comprendre comment on peut l'atteindre selon Alain. Voilà donc pour les idées à retenir. Alors comment on pourrait déployer les différentes idées de ce texte-là? Vous allez voir qu'on va faire surtout un travail d'explicitation du sens des termes. Donc la compréhension de ce texte est moins compliquée que d'autres qu'on a vus. Donc l'idée c'est de bien rentrer dans la compréhension du sens des termes. Premier élément important de ce texte, l'opposition entre résistance et obéissance. Qu'est-ce que c'est que la résistance? La résistance, c'est l'action de résister. Alors ça paraît bête, mais c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, c'est la capacité variable de résister. Vous voyez que la résistance, elle n'est pas chez tout le monde aussi puissante. Il y en a qui arrivent à bien résister, d'autres qui n'arrivent pas à résister. Et elle consiste à annuler ou diminuer l'effet d'une force ou d'une action subie. D'accord? Je redis, annuler ou diminuer l'effet d'une force d'une action subie. Quand je résiste à la pression, c'est un élément qui me pousse, qui me presse, et je réussis à résister, c'est-à-dire à lui opposer une force contraire. Et donc pour Alain, la résistance, c'est l'expression politique de la liberté de l'homme. L'homme affirme sa liberté quand il est capable de refuser un ordre et de s'y opposer pour pouvoir soit tout simplement ne pas s'y conformer, soit aller encore plus loin et le renforcer, et le renverser, pardon. Donc la résistance va avec la liberté, selon Alain. Deuxième élément, qu'est-ce que c'est que l'obéissance? C'est l'action d'obéir. Qu'est-ce que ça signifie, obéir? C'est se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Et se soumettre ici, ce n'est pas forcément dans un sens négatif. Quand on obéit, je ne sais pas moi, à un agent de police qui nous demande d'aller nous garer, on se soumet à quelqu'un, on se soumet à sa volonté et non pas à la nôtre, en se conformant à ce qu'il ordonne ou ce qu'il va défendre de faire. Défendre de faire, ici, ça signifie évidemment, vous n'avez pas le droit de. Et donc du coup, Alain assimile l'obéissance à l'ordre, puisque celui qui se soumet à quelqu'un, si cette autorité est celle de toute la cité, ça veut dire que tout le monde va agir de la même manière, donc que la société sera ordonnée, qu'elle sera notamment, par exemple, régie par des lois. Parce que obéir aux lois, c'est se conformer à un ordre établi par une autorité, légitime ou pas, ça c'est une autre question. Et donc du coup, la résistance est assimilée par Alain à la liberté, l'obéissance, au contraire, est plutôt assimilée à l'ordre. Or, et c'est ça qui est très important, Alain dit « La liberté ne va pas sans l'ordre, et l'ordre ne vaut rien sans la liberté. Obéir en résistant, c'est tout le secret. » Quelle est la logique ici?
Pourquoi la liberté ne va pas sans l'ordre? Parce que Alain considère, c'est très important, qu'une liberté sans ordre, c'est une liberté de caprice. La liberté sans ordre, c'est une liberté de caprice. Celui à qui on ne met pas de limite, qu'on n'insère pas dans une société, va faire tout ce qu'il veut, mais donc va suivre ses passions et le désordre de ses passions. Vous voyez bien que si un enfant dans votre classe, quand vous serez instituteur ou institutrice, dans votre classe, si un enfant n'a pas de règles, ne suit pas un ordre, il va exprimer ses passions, ses désirs, je veux me lever, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Et donc finalement, va laisser s'exprimer en lui non pas sa raison, mais ses passions, ses caprices. Et donc forcément, si tous les éléments de la classe font primer leur liberté propre sur l'ordre de la classe, très rapidement, on passe d'une situation de caprice individuel à une situation de caprice collectif, dans lequel en fait c'est l'anarchie qui prévaut. On va revenir sur ce que signifie étymologiquement l'anarchie. Mais une situation de désordre. Et cette situation de désordre, c'est donc la destruction de la société. Et si on détruit la société, il n'y a plus de liberté possible. Pourquoi il n'y a plus de liberté possible? Parce que quand on est dans une situation dans laquelle il n'y a plus aucun ordre, on ne peut plus rien construire, on ne peut plus rien projeter, et on ne peut pas faire ce que l'on veut, puisqu'on est constamment sur ses gardes. Même dans une société chaotique, il n'y a pas de liberté possible, parce que ce sont les circonstances dans lesquelles vous évoluez, la possibilité de vous faire tuer à tout instant, qui vous font agir. Ce n'est pas vous qui décidez volontairement de construire quelque chose. Non, non, vous êtes agi par les circonstances plutôt que vous n'agissez en première personne. Donc la liberté ne va pas sans l'ordre, car sans ordre, destruction de la société, sans société, mort de la liberté. Et corrélativement, Alain dit bien que ces deux notions sont corrélatives et non pas contradictoires, un ordre sans liberté, c'est finalement un esclavage. C'est une servitude. Car si vous obéissez à des ordres comme des robots, comme des machines, souvenez-vous de la vidéo de Sartre, ça veut dire que l'ordre est une finalité en lui-même et que ce n'est pas un moyen pour que vous soyez libre. C'est-à-dire que l'ordre devient valorisé pour lui-même, sans aucune considération pour votre liberté. Et dans ce cas-là, pourquoi Alain dit que l'ordre ne vaut rien sans la liberté? C'est que cet ordre, du coup, est complètement démonétisé. Il n'a plus aucune valeur, puisque vous êtes dans une société ordonnée, mais que vous ne pouvez pas vous servir des fruits de l'ordre. Une société ordonnée, elle vous laisse libre, et donc vous pouvez faire quelque chose de votre liberté. Mais si une société est parfaitement ordonnée, mais que vous n'avez pas de liberté, en fait, du coup, votre ordre, il ne vaut rien, parce qu'il ne permet rien. Vous voyez, si vous dites « silence et ordre dans la classe », mais que ensuite vous interdisez à tous les élèves de prendre la parole pour poser une question, ça ne sert à rien d'avoir mis en place de l'ordre. L'ordre, il est là pour que Paul puisse poser une question, pour que Virginie puisse poser une question, etc. Et puis que vous puissiez intervenir. Mais si vous ne faites rien de l'ordre que vous avez mis en place, vous allez dire « très bien, pas un bruit ». Là, c'est bien, il y a de l'ordre dans la classe. Puis si toute la journée vous répétez, c'est bien, il y a de l'ordre dans la classe. L'ordre dans la classe, c'est bien. Si vous n'en faites pas quelque chose, vous voyez bien que cet ordre, il sera complètement démonétisé, dévalorisé d'une certaine manière. Et donc du coup, tout le problème, alors Alain dit obéir en résistance, c'est tout le secret. Toute la question, c'est de savoir comment on va articuler ces deux aspects-là. Et en fait, Alain en parle un peu plus, rentre dans le détail, en développant un autre couple de notions à partir d'une notion philosophique qui est la guerre privée, sur laquelle je vous ai interrogé dans le petit exercice. Il dit « Le jeu des forces, c'est-à-dire la guerre privée à toute minute, n'enferme aucune liberté, c'est une vie animale livrée à tous les hasards. » Qu'est-ce qu'il veut dire quand tu parles du jeu des forces? Pourquoi il dit que sans ordre, il n'y a pas de liberté possible? Parce qu'il dit que sans ordre, en fait, chacun fait exactement ce qu'il veut. Et si chacun fait ce qu'il veut, en fait, ce qui va s'exprimer, c'est la brutalité non civilisée de la violence humaine. Qu'est-ce que c'est ce jeu des forces, c'est-à-dire la vie privée, la guerre privée à toute minute? C'est l'expression brutale et non civilisée de toute la violence humaine. Non civilisée, on pourrait dire non politisée, mais non citoyen, d'une certaine manière. C'est-à-dire une force brute où on a une force A contre une force B, et celui qui gagne
Ce n'est pas celui qui a le droit derrière lui, qui a la loi derrière lui. Non, c'est celui qui est le plus violent. Et donc, Alain, à chaque fois j'ai envie de dire Aristote, Alain dit que dans une situation dans laquelle il n'y a pas d'ordre, c'est ça qui prévaut. C'est cette guerre privée-là. Il n'y a aucune liberté dans cette guerre privée, à toute minute. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a que de la violence. Et s'il n'y a que de la violence, c'est le plus fort qui gagne. Ce n'est pas celui qui s'est servi de sa raison et qui est libre. Non, c'est un mode de vie animal. Regardez, cette notion de guerre privée à toute minute, elle renvoie, peut-être que certains d'entre vous ont travaillé sur cet auteur-là quand ils étaient en terminale, à Thomas Hobbes, l'auteur anglais qui a écrit le Léviathan, qui parle d'une situation à l'état de nature, de la guerre de tous contre tous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, la guerre de tous contre tous. Elle est souvent rendue par une image de Hobbes lui-même aussi. L'homme est un loup pour l'homme. Et si on imagine, va dire Hobbes, une société sans loi, sans État, etc., ben on va tomber dans un état de nature extrêmement violent, où chacun va vouloir se battre pour sa survie, où chacun va vouloir tuer l'autre pour prélever sur lui des richesses, de la nourriture, pour exploiter l'autre, pour l'agresser, pour le violenter, pour le tuer même. Et donc du coup, quand il n'y a pas d'ordre dans la société, on tombe dans cette situation de guerre privée à toute minute. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune liberté dans cette structure. Pourquoi Alain ici parle de guerre privée? C'est une manière de dire que ça ne peut pas être une guerre publique. Parce que s'il y a une guerre publique, ça veut dire qu'il y a un camp contre un autre. Or là, il n'y a aucune association. D'accord? Dans le jeu des forces, dans l'état de nature, il n'y a aucune association. Donc quand il dit privé, ici, ça veut dire sans aucune structure politique. C'est pour ça qu'il parle ici du citoyen. Le citoyen, c'est précisément celui qui vit dans une cité, qui vit dans une structure politique. Et donc, dans la guerre privée à toute minute, il n'y a aucune liberté. C'est pour ça que sans ordre, il ne peut pas y avoir de liberté. Alors qu'on pourrait croire que sans ordre, c'est bien, on peut faire ce qu'on veut. Ben non, en fait. Quand il n'y a pas d'ordre, on ne veut pas faire ce qu'on veut parce qu'on est obligé de survivre. On en revient à notre question de la différence entre la vie simple, la survie dont on avait parlé avec Prométhée, et la vie proprement politique. La vie qui permet vraiment d'être pleinement un homme et de ne pas être juste une vie animale. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. C'est une vie animale livrée à tous les hasards. Deux éléments. Vie animale, ça veut dire qu'en fait, on est dans une absence de politique, puisque, comme l'explique Aristote, l'homme est par nature un animal politique. Il doit, pour être pleinement un homme, devenir un citoyen. L'homme qui n'est pas un citoyen, d'une certaine manière, pour Aristote, c'est un peu un sous-homme. Il n'a pas réalisé pleinement son humanité. Et donc une vie animale, c'est une absence de politique, et donc c'est une humanité dégradée. C'est une humanité qui ne fait pas honneur à ce qu'est l'homme. C'est-à-dire un homme qui peut, avec sa raison, réfléchir sur le bien, le mal, voter des lois, organiser la société, établir la paix dans le monde, déclarer la guerre aussi. Vous voyez, la vie animale, elle ne fait pas ça. Vous n'avez jamais vu des animaux se rassembler au sein d'une assemblée et dire « nous allons voter pour savoir si on va ou non, en tant que castor, déclarer la guerre aux hippopotames ». Non. Il y a dans la vie animale une absence de politique. Et donc l'humanité, quand elle se comporte comme ces animaux, est une humanité dégradée. Et pourquoi il dit « livré à tous les hasards » livré à tous les hasards, ça veut dire qu'en fait, l'homme ne peut plus faire aucun projet. Il ne peut jamais prévoir sa vie. Il ne peut jamais établir des lois pour pouvoir gagner en stabilité. Et donc du coup, s'il est livré à tous les hasards, cette vie animale, il ne peut jamais prévoir quoi que ce soit. Et donc du coup, il va vivre sa vie à extrêmement court terme. Et donc vous allez aller de hameau en hameau en essayant de survivre. Un peu comme dans tous les films apocalyptiques, vous voyez, où le monde s'effondre, l'État s'effondre, et les gens passent leur temps à être dans la campagne, dans la ville, en train d'essayer de survivre comme ils peuvent, mais leur survie est complètement liée à un coup du sort. S'ils tombent sur des ennemis ou sur d'autres gens qui veulent les tuer ou pas. Et donc du coup, dans ce désordre-là, il n'y a aucune liberté, va dire Alain. C'est un fantasme de croire que quand il n'y a pas de liberté, quand il y a ce hasard, il y a une liberté. Et donc du coup, troisième élément très important, et là j'ai fait un petit jeu de mots, Alain parle un moment des mots qui s'appellent l'anarchie et la tyrannie, mais il parle des mots MOTS. Les mots anarchie et tyrannie s'appellent. Moi, je pense ici qu'on peut aller, j'allais dire plus loin, non, parce qu'évidemment que Alain a ça en tête, il ne s'agit pas de dire que je vais plus loin qu'Alain du tout, mais on peut se permettre ce petit jeu de mots qu'Alain ne fait pas, en disant que l'anarchie et la tyrannie sont sûrement des mots MAUX de la démocratie. C'est la phrase, je reprends le texte que j'ai sous les yeux. Ce qui détruit l'obéissance est anarchie, ce qui détruit la résistance est tyrannie. Ces deux mots s'appellent car la tyrannie, etc., etc.
Qu'est-ce que c'est l'anarchie? L'anarchie, hein, je l'ai mis en grec, anarché, anarché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'avais déjà expliqué, je crois, dans une première vidéo. A ou an en grec, quand c'est placé au début du mot, ça veut dire sans. Hein, donc on avait dit anesthésie, c'est quand on ne sent pas. Anarchie, c'est quand il n'y a pas de pouvoir ou de commandement. Analphabète, c'est celui qui ne maîtrise pas l'alphabet, etc. Et donc du coup, l'anarchie, c'est la situation dans laquelle il n'y a pas de pouvoir ni de commandement. Et donc forcément, l'anarchie, elle détruit l'obéissance. Elle détruit l'ordre. Parce qu'une situation d'anarchie, c'est une situation dans laquelle personne n'obéit à personne. Chacun est son propre maître, chacun se donne à soi-même ses propres lois, et donc du coup, il ne peut pas y avoir d'ordre. Et il ne peut pas y avoir d'obéissance. Parce que pour qu'il y ait une obéissance véritable, il faut une autorité à laquelle tous se conforment. Et donc forcément, l'anarchie détruit l'obéissance, donc elle détruit l'ordre, donc elle détruit la société. Mais à l'inverse, la tyrannie, tyrannia en grec, ça veut dire la tyrannie, c'est-à-dire un pouvoir absolu qui s'impose à tous, hein, vous vous souvenez d'Aristote. La tyrannie, quand le pouvoir est tyrannique, il détruit la résistance des individus. Il empêche les individus de critiquer, de remettre en cause. Et donc, du coup, il empêche les individus de manifester leur liberté dans leurs actions. Et en fait, cette relation entre anarchie et tyrannie, et on fait vraiment un travail de définition, 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 cette relation entre anarchie et tyrannie, elle relève, selon Alain, d'un cercle vicieux. Un cercle vicieux entre anarchie et tyrannie, parce que l'anarchie appelle la tyrannie appelle l'anarchie. La force de l'une appelle la force de l'autre. Pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer un peu, parce que comme c'est encore une fois un texte très dense, mais la tyrannie, forcément, quand un régime est tyrannique, le peuple en lui-même, il va se dire, ok, puisque vous êtes tyrannique, nous, on va se révolter, et donc on va mettre en branle le pouvoir, on va essayer de faire tomber le pouvoir. Mais si vous dites au pouvoir, on va essayer de vous faire tomber, le pouvoir, il aura beau jeu de dire, il va dire, ok, mais dans ce cas-là, si vous commencez à désobéir, ça veut dire que j'ai raison d'être tyrannique. J'ai raison d'être tyrannique parce que vous voulez renverser le pouvoir. Et donc du coup, d'une certaine manière, ça légitime à la fois la désobéissance du peuple, mais ça légitime aussi la tyrannie. Donc quand le tyran est tyran, le peuple est légitime pour désobéir, puisque le gouvernement est un tyran. Mais quand le peuple désobéit, le pouvoir aussi mobilise sa force, et donc légitime sa répression. Donc les deux ont raison. Le tyran devient tyrannique, donc le peuple a raison de désobéir, mais si le peuple désobéit, le pouvoir a raison de réprimer le peuple, puisque le peuple n'obéit pas aux lois. Et même dans une société démocratique. On voit bien avec toutes les crises politiques et sociales que traverse notre pays, on voit bien comment cette relation entre « mais non, c'est toi qui es tyran, mais non, c'est toi qui mets le bazar dans la rue », vous voyez comment tyrannie et anarchie finalement s'appellent. Et donc les dérives anarchiques légitiment les dérives tyranniques, et du coup la spirale risque de devenir infernale. C'est pour ça que la société pour Alain est un équilibre très précaire. Parce que plus le pouvoir est tyrannique, plus les autres ont envie d'être dans une situation d'anarchie, et plus les citoyens ont envie d'être dans une situation d'anarchie pour renverser le tyran, plus le tyran a des raisons d'être tyrannique. Pour dire, non, vous allez faire s'effondrer la société, et rien de pire que le chaos. Il vaut mieux un mauvais ordre que pas d'ordre du tout. Car pas d'ordre du tout, c'est la guerre de tous contre tous. Et donc c'est la destruction de toute la vie. Donc vous voyez bien que ce qui est très très dur dans ce texte-là, et qui en même temps qui est très dur dans la vie politique elle-même, c'est ce cercle vicieux de l'anarchie et de la tyrannie. Et toute la question, c'est de réussir à en sortir et de trouver le juste équilibre. Et malheureusement, Alain ne nous donne pas tellement de clés, de solutions, parce qu'il nous dit, obéir en résistant, c'est tout le secret. Et donc du coup, comme les mots de la démocratie s'appellent l'un l'autre, forcément, trouver l'équilibre est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je commençais en vous disant, quand je vous donnais les idées à retenir, l'équilibre de la vie politique et démocratique est très précaire. C'est pour ça que le citoyen, pour être un bon citoyen, doit conjuguer deux vertus qui paraissent contradictoires, mais qui ne le sont pas, l'obéissance et la résistance. La complémentarité paradoxale de ces deux vertus permet d'éviter de sombrer dans une guerre permanente de tous contre tous, la fameuse guerre dans laquelle l'homme est un loup pour l'homme, de Hobbes. Et donc il faut à la fois éviter l'anarchie
qui est l'expression de la logique de la désobéissance. Quand on désobéit, ben finalement, on promeut l'anarchie. Et il faut éviter aussi la tyrannie, qui répond en fait à cette désobéissance. Et donc cette vertu du juste milieu conjugue ordre et liberté, elle est évidemment très complexe à atteindre. D'où la fragilité et la précarité relative des régimes démocratiques et de la contestation de l'ordre dans les régimes démocratiques. Okay, c'est pour ça qu'à la fin, Alain conclut en disant « Dès qu'un pouvoir use de la force pour tuer la critique, il est tyrannique ». Vous voyez bien que dans une situation comme celle des Gilets jaunes, par exemple, on avait exactement cette tension. Le pouvoir qui disait « Mais oui, mais nous, on vous tire dessus » avec des flashballs, etc., et des LBD parce qu'on est le pouvoir et que vous venez mettre le bazar. Et les Gilets jaunes disaient « Oui, mais nous, on vient mettre le bazar parce que vous êtes des tyrans. » Vous voyez, il y a une espèce de relation ambiguë et complexe et en même temps une spirale infernale qui fait que, d'une certaine manière, les deux camps ont intérêt à ce que ça escalade. Et si ça escalade, eh ben, malheureusement, ça contribue à complètement éclater la société et à produire énormément de violence. Cette fameuse guerre de tous contre tous. Et donc, c'est la mort de la vie politique. Donc, c'est la mort du citoyen. Et donc, c'est une dégradation de la nature humaine. Puisque l'homme, dans cette philosophie-là, est fait pour être citoyen. Il a une vocation politique. Et celui qui renonce à exercer sa vie politique, eh ben, d'une certaine manière, il renonce à une partie de son humanité. Vont dire Aristote, mais aussi Alain. Voilà donc pour les idées à retenir. Donc vous avez vu que cette fois-ci, la vidéo est un petit peu plus courte sur le texte, parce qu'en fait le texte n'est pas long, mais il est extrêmement dense. D'accord ? Il est extrêmement dense et donc il faut faire attention de ne pas se dire « Ah c'est bon, j'ai compris, j'ai retenu ». Il va falloir que vous alliez vraiment dans le détail pour bien comprendre toutes les définitions qu'on a pu donner et toutes les subtilités du texte. Pour ce faire, ben, on peut faire le petit exercice qu'on fait d'habitude. Je vous laisse 5 minutes pour nous trouver 10 thèmes de culture générale pour lesquels la référence à ce texte d'Alain vous paraît pertinente. À vrai dire, je vais vous laisser 5 minutes, mais voilà, c'est vraiment pas compliqué, je vous le dis tout de suite. En fait, ici, il y a tellement de concepts explicites dans votre sujet que vous pouvez facilement en fait, recopier les mots importants du texte. Je vous laisse quand même par acquis de conscience les 5 minutes pour faire ce travail. À tout de suite.
Nous voilà arrivés au bout de ces 5 minutes d'exercice. Comme je vous l'ai dit, hein, les 10 thèmes de culture générale ici sont vraiment simples, hein. Ils sont vraiment simples, c'est pas très compliqué. Ce sont déjà tous les éléments du texte en lui-même. Donc par exemple, pour reprendre les concepts qui sont vraiment dans le texte lui-même, j'ai mis la désobéissance, l'ordre, la liberté, l'anarchie, le citoyen, le désordre, vous voyez, les opinions, la tyrannie. Tout ça, ce sont des termes qui sont dans le texte même, donc je ne vais pas tout vous réexpliquer. En revanche, vous voyez bien que la notion de démocratie n'apparaît pas, par exemple, dans ce texte-là. Or, en fait, c'est de ce type de gouvernement dont parle Alain. Donc, si vous devez parler de l'équilibre de la démocratie, du pouvoir du peuple, eh bien, effectivement, vous pouvez vous servir de ce texte en montrant comment le pouvoir du peuple, il nécessite à la fois une reconnaissance du pouvoir de l'État ou du gouvernement, et en même temps, il demande un équilibre et un ajustement permanent. Quelles sont les notions aussi qu'on n'a pas vues dans le texte et que j'ai fait apparaître ici? La notion de droit, par exemple. La notion de droit, on voit bien que le droit fournit dans un cadre démocratique des limites qui permettent à la fois de limiter la révolution du peuple, hein, regardez en dessous j'ai mis le terme révolution, qui permettent à la fois de limiter la révolution du peuple pour que le peuple ne prenne pas le pouvoir de manière injuste, ou qu'une minorité plutôt ne prenne pas le pouvoir de manière injuste et indue, et en même temps le droit aussi comme ce qui garantit une certaine souveraineté du peuple. Les gouvernants ne peuvent pas tout faire dans le cadre notamment d'un état de droit. Vous voyez, la notion de droit et de révolution ici, elle va être très importante. Un élément qu'on a peu vu, enfin, ou du moins qui n'est pas un concept qui n'est pas explicite dans le texte mais qui est évoqué, c'est évidemment celui de la liberté d'expression, hein, qu'on voit en bas à droite. Pourquoi la liberté d'expression? Parce que quand Alain parle des opinions dans le texte, en fait, il parle de l'expression libre d'opinions divergentes. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir critiquer le gouvernement? Est-ce qu'on va pouvoir dire des choses déplaisantes au gouvernement? Ou est-ce que le gouvernement va, avec des armes ou avec des moyens de pression, vous empêcher de vous exprimer? Et vous voyez bien qu'en démocratie, ça c'est une leçon fondamentale d'Alain, en démocratie, quand on vous empêche de parler, ou quand le politiquement correct, par exemple, vous paralyse ou fait que vous n'osez pas vous exprimer, eh bien forcément, ça produit une violence. Parce que si on ne peut pas dire ce que l'on pense, même si ça peut être une bêtise, évidemment, mais si on ne peut pas dire ce qu'on pense ou ce qu'on estime être juste, vrai, beau, bon, etc., eh bien ça crée en l'homme une violence et ça rend le pouvoir qui empêche cette expression tyrannique. Et donc, encore une fois, si vous vous dites, ben moi je ne peux pas dire ça, donc le pouvoir est tyrannique, ben du coup, vous avez vous une sorte de droit de vous révolter contre ce pouvoir parce que le pouvoir est tyrannique. Et donc la question de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion est évidemment au cœur de ce texte-là, même si le concept même de liberté d'expression n'est pas évoqué directement par Alain. Évidemment, il y a d'autres éléments importants, celui de la soumission. Hein, qu'est-ce que c'est que d'accepter d'obéir jusqu'au bout à un ordre? Est-ce que l'homme n'a pas un devoir de résistance par rapport notamment à une politique qui serait mise en place et qui serait considérée comme illégitime, comme injuste, comme antidémocratique? Et si par exemple on disait ah ben tiens on va devoir décaler les élections, on va devoir supprimer les élections, eh ben, est-ce qu'il n'y aurait pas un devoir d'une certaine manière politique de résistance pour ne pas justement être soumis, pour ne pas être complètement tyrannisé par un pouvoir qui par la peur paralyse ceux qui voudraient contester son ordre? Et donc vous voyez bien que derrière, il y a aussi cette notion de force et de soumission qui joue un rôle fondamental. Je ne développe pas les autres parce que je vous en ai déjà donné des définitions explicites et que si éventuellement il y en a un qui n'est pas clair, vous retrouverez tout ça de toute façon, vous retrouvez tout ça sur la petite fiche que je vous ai donnée. Je vous laisse faire le deuxième exercice. Deuxième exercice un peu plus compliqué cette fois-ci, surtout qu'en plus je vous ai donné une notion, enfin un énoncé qui est un peu décalé par rapport au texte d'Alain, parce que le texte d'Alain, il est très riche évidemment, mais je veux que vous réfléchissiez un peu plus largement qu'uniquement à partir de la référence d'Alain. Et donc le sujet que je vous propose, qui est un sujet vraiment de philosophie politique ultra classique, mais très très compliqué à traiter et très important à traiter, qui est celui qui s'affiche: peut-on désobéir aux lois? Okay, peut-on désobéir aux lois? Je vous laisse du coup 20 minutes pour tenter de trouver, de problématiser évidemment, hein, et voir quelles sont les tensions à l'œuvre dans ce sujet, et 20 minutes pour aussi essayer de formuler des arguments. Si vous deviez répondre à une telle question d'un point de vue philosophique, littéraire, comment vous pourriez éventuellement y répondre? Je vous laisse travailler et je vous dis à tout de suite.
Me voilà de retour après votre travail. J'espère qu'il a été riche et fécond. Et donc, on va essayer de problématiser ensemble sur ce très très vaste sujet. Alors là, que j'aborde à partir du texte d'Alain, mais évidemment, il y aurait énormément de références à mobiliser. Je vais vous en donner quelques-unes évidemment à la fin de la capsule. Mais l'idée, bien sûr, c'est que vous puissiez là, en l'occurrence, vous servir du texte d'Alain. Alors, problématisation, quelle est la tension ici? La problématisation, c'est est-ce que l'injustice d'une loi peut ou non légitimer la désobéissance? Si une loi est injuste, est-ce que c'est un prétexte suffisant pour désobéir? Donc voilà que la première tension qui apparaît dans ce sujet-là, c'est une tension entre la légalité, ce qui est décidé dans les formes juridiques légales, ce qui a par exemple été une loi qui a été votée au Parlement, ratifiée par un des référendums, validée par les autorités compétentes, etc. D'un côté, donc, la légalité d'une décision, d'une norme, et sa légitimité. Et donc, le problème, évidemment, c'est que la légalité, on sait quand c'est légal ou pas légal. C'est quand ça correspond au droit. Mais la légitimité, qui décide de ce qui est légitime ou pas? Évidemment, là, on est au cœur du problème. Qui décide que cette loi est bonne ou mauvaise, même si là, elle a été votée dans le cadre démocratique? Est-ce que le peuple, d'une certaine manière, en démocratie, peut se tromper? Et si le peuple se trompe, qui décide? Qui décide? Est-ce que c'est un individu qui dit « Non, mais moi je sais mieux » ? Oui, mais tout le monde pense mieux savoir. Vous voyez qu'il y a une tension ici entre la légalité d'un côté, surtout dans un cadre démocratique, et la légitimité de l'autre, légitimité dont on a du mal parfois à savoir qui pourrait en fixer des critères objectifs. Et donc cette tension, si en fait elle se traduit politiquement, on a à la fois une tension entre l'obéissance due à un pouvoir élu. Moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec tel ou tel président, mais le président a été élu et donc je dois m'y soumettre. Donc tension entre l'obéissance due à un pouvoir élu, mais problème d'un pouvoir qui peut très bien outrepasser ses droits. Et du coup devenir, pour reprendre l'expression d'Alain, tyrannique. Vous voyez, tension entre, encore une fois, ce qu'on doit à l'État et ce que, d'une certaine manière, on doit à nous-mêmes et on doit aux autres de la société, par exemple en résistant. Et évidemment, la troisième tension, et c'est ça qui est compliqué avec ce texte d'Alain, je sais qu'il est un peu frustrant parce qu'il ne nous donne pas de petites consignes bien précises pour savoir comment faire, c'est qu'il va peut-être falloir essayer de distinguer la question théorique, penser théoriquement à la désobéissance aux lois. Oui, tout le monde peut dire, oui, quand une loi est injuste, il faut désobéir. Oui, bien sûr, parce que c'est ça la vraie justice, etc. C'est facile de répondre théoriquement à la question. Mais concrètement, pratiquement, est-ce que c'est simple? Sûrement pas. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'Alain parle de vertu. Parce que la vertu, elle est toujours relative à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? C'est une disposition à bien agir, dans le sens du juste milieu. Une vertu, c'est ça. C'est une disposition à agir bien qui se situe dans un juste milieu. Celui qui est courageux, c'est pas celui qui est lâche, donc qui n'est pas assez courageux, mais c'est pas celui non plus qui est téméraire, qui est trop courageux, qui fonce lui tout seul face à 1000 personnes. Non, ça c'est débile, c'est téméraire, c'est pas une vertu ça, c'est un vice. C'est de l'orgueil. Donc, la question ça va être de dire, puisqu'il parle de vertu du citoyen, peut-être qu'en fait on ne peut pas avoir la réponse théoriquement, que ça va dépendre des cas, des situations, et que ça va être à l'homme, dans son quotidien, de répondre à cette question. Est-ce que là, je pense qu'il faut que je désobéisse à la loi? Ou est-ce qu'il faut que je, au moins sans y désobéir, que je ne me résolve pas à y obéir, sans forcément désobéir activement. D'accord? Et donc, elle est là la problématisation. Cette tension entre légalité et légitimité, obéissance, résistance, théorie et pratique. Et donc, comment on pourrait répondre avec des arguments? Est-ce qu'on peut... Ah oui, pardon. Et du coup, comment ça s'exprime, ça? C'est qu'en fait, il y a toujours un conflit des légitimités. Il y a un conflit entre la légitimité légale et la légitimité du légitime, d'une certaine manière. Parce que la loi a raison de dire ça, peut-être que votre cœur aussi a raison de dire ça, peut-être que vos convictions ont raison de dire ça, peut-être que vos opinions religieuses ont raison de dire ça, vos convictions religieuses, votre foi. Mais qui est légitime pour imposer la décision? C'est une vaste question.
Et donc du coup, la question, c'est peut-être aussi pratiquement de poser celle du calcul des bénéfices et des risques. Est-ce que là, ce qui est en jeu est trop grand, et donc il faut que je me dise, pour reprendre Sartre, qu'on avait vu la dernière fois, plutôt la mort que. Ok, il vaut mieux que je risque la mort plutôt que d'accepter ce qui est là. Ou au contraire, bon ben non, là, ça ne vaut pas le coup, il y a trop de risques par rapport aux bénéfices que je vais en tirer. C'est aussi ça, d'une certaine manière, la morale, d'une certaine manière, c'est être capable de comprendre en fonction des situations ce qui serait bon, ce qui serait mauvais pour moi, mais aussi pour les autres, etc. Vous voyez bien que le conflit moral et politique qui peut naître dans le rapport entre résistance et obéissance chez un individu ne peut pas se traiter théoriquement, va dire Alain. Il ne peut pas se traiter théoriquement. C'est toujours en fonction des situations, en fonction des personnes, en fonction des contextes, etc. Et bien malin, celui qui dirait, oui, obéir en résistant, voilà comment on fait. Non, justement, Alain dit, c'est une vertu, donc ça se cultive avec l'habitude d'agir, et c'est dans la pratique, pour reprendre une expression un peu plus complexe, c'est dans l'immanence de la pratique, c'est dans la pratique elle-même, et non pas par des lois transcendantes, c'est dans l'immanence de la pratique qu'on va essayer de discerner, de savoir comment on doit agir. Et donc, quel argument on pourrait développer? Peut-on désobéir aux lois? Argument facile, premier, oui, l'argument de la référence. On peut tout à fait désobéir aux lois et le faire qui plus est légitimement, notamment lorsque le pouvoir est tyrannique. Lorsque l'État oppose la force à la légitime liberté d'expression et de critique, le devoir du citoyen et sa vertu l'oblige à résister. Donc là, c'est même pas on peut tout à fait désobéir, c'est il faut le faire pour ne pas renoncer à ce que sa liberté exige de lui. Vous êtes responsable. Là, oui, on pourrait même mettre Sartre aussi. Vous avez le devoir de résister. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation. Souvenez-vous de la petite capsule sur Sartre. Pour lui, la liberté exige pour lui et pour la société tout entière. Parce que si vous ne résistez pas, ça veut dire que vous collaborez. Et si vous collaborez, ça veut dire que vous collaborez pour les autres aussi. Pour les générations futures. Parce que vous ne changez pas cette situation qui pourtant est injuste. Cette vertu spécifique, donc la vertu du citoyen, consiste en effet à s'opposer au pouvoir qui outrepasserait ses droits. Et là, vous insérez la référence, c'est notamment ce qu'explique Alain dans Propos d'un Normand, lorsqu'il s'attache à définir les deux vertus du citoyen, et puis vous expliquez la citation qu'on vient de développer, la référence. Deuxième argument, l'argument de l'anarchie. Quand bien même, qu'un contre-argument, c'est si on ne peut pas désobéir aux lois, quand bien même le pouvoir outrepasserait certains de ses droits, même si le pouvoir est tyrannique, le risque que l'homme prend en désobéissant aux lois est trop important. Car en se mettant à résister au pouvoir, le citoyen ouvre la voie à toutes les désobéissances. Il légitime donc la mise en place d'une anarchie, et légitime aussi paradoxalement la tyrannie qu'il prétend combattre. Si vous dites, moi je trouve que les 90 km/h, les 80 km/h, c'est illégitime. Du coup, je vais désobéir. Qu'est-ce qui du coup pourrait empêcher votre voisin de dire, à moi la propriété privée, je trouve que c'est illégitime. Donc je vais venir chez toi et puis je vais te voler tes affaires. Et quand vous vous mettez vous à désobéir, d'un point de vue politique, vous légitimez la désobéissance des autres. Parce que si vous vous mettez à plus vous obéir, je ne vois pas pourquoi les autres en face se mettraient à obéir aussi. Et si votre voisin arrête de payer ses impôts et qu'on ne lui fait rien, d'une certaine manière qu'il n'est pas puni, vous aussi vous allez dire, je ne vois pas pourquoi je paierais des impôts alors que l'autre en paye pas et qu'il ne lui arrive rien. Donc quand l'un commence à désobéir, forcément on en revient à cette spirale de l'anarchie, de la désobéissance, etc. Et donc non seulement vous risquez de mettre en place une anarchie, mais en plus, c'est contre-productif si vous désobéissez, parce que vous légitimez le pouvoir à devenir tyrannique. Parce que si vous vous mettez à désobéir, le pouvoir va dire « Ah désolé, on est obligé d'être tyrannique, on est obligé de vous taper dessus, parce que vous ne respectez pas les lois. » Et donc du coup, paradoxalement, plus vous êtes dans cette situation d'anarchie et de désobéissance, plus vous fondez le pouvoir, plus vous légitimez le pouvoir que vous prétendez pourtant combattre. Et donc vous renforcez sa tyrannie en disant d'une certaine manière, votre tyrannie devient légitime parce que je suis un hors-la-loi. Car, je reprends mon petit texte, face à la désobéissance, le pouvoir a beau jeu de s'opposer aux fauteurs de troubles et de renforcer sa répression. Oui, je mets en place cette loi-là qui est liberticide parce que vous désobéissez. En aucun cas et sous aucun prétexte, l'homme ne peut donc désobéir aux lois. Argument de l'anarchie. Troisième argument qu'on pourrait développer, l'argument du juste milieu, qui revient à cette idée de vertu dont je vous ai parlé. Vouloir
Répondre théoriquement à une telle question conduit nécessairement dans une impasse, dans une aporie. En effet, le propre du citoyen et de la vertu qu'il doit manifester est de conjuguer la vertu d'obéissance et la vertu de résistance pour pouvoir déployer dans chacun des contextes dans lesquels il est sollicité un comportement adéquat et conforme à ses convictions. Car si l'homme peut désobéir aux lois, sa vertu doit parfois l'amener à renoncer à une telle entreprise. Parfois, la désobéissance aux lois produira bien plus de dommages que la non-obéissance, que l'obéissance. C'est donc par l'expérience, c'est ça la vertu, hein, c'est acquérir une expérience, et par une appréhension raisonnable de la situation, hein, on retrouve la marque d'Alain ici et d'Aristote, raisonnable de la situation, que l'homme peut politiquement affirmer sa liberté en obéissant ou en résistant. Chacun doit finalement prendre ses responsabilités et être capable d'assumer les conséquences que ça va entraîner. Vous voyez bien que c'est une question qui est d'une actualité brûlante, mais dans laquelle je ne rentrerai pas plus que ça, parce que c'est vous qui allez faire ce travail-là. Évidemment, à ce moment-là, à la fin de cette phrase-là, vous pouvez introduire votre référence à Alain. Quelques références pour aller plus loin, deux. Okay. Deux références pour aller plus loin. Une première, évidemment, archi célèbre, qu'il faut que vous connaissiez. J'aimerais bien faire une capsule dessus, mais je ne sais pas du tout si vous allez avoir le temps de les regarder d'ici à vos concours, etc. Donc je ne veux pas m'engager. Mais la référence fondamentale sur cette question, c'est évidemment Sophocle, hein, Antigone, et la tragédie grecque, hein, 442 avant Jésus-Christ. Cette tragédie magnifique où on a Créon, hein, Créon, qui est l'oncle d'Antigone, qui représente le pouvoir de la cité, les lois de la cité, et qui doit punir le frère d'Antigone qui a voulu se révolter contre la cité. Et Antigone, et donc Créon va dire, pardon, en fait je me rends compte que je fais comme si vous connaissiez ça, mais j'en suis pas sûr, donc je vous réexplique. Deux frères se battent. Ces deux frères se battent, et c'est leur oncle qui gouverne la cité. Il y en a un qui défend son oncle, et l'autre qui veut renverser son oncle. Les deux frères se battent et se tuent l'un l'autre. D'accord ? Antigone va dire, bon ben, ces deux hommes sont morts, il faut les enterrer. Créon, son oncle, va dire, celui qui s'est rebellé contre le pouvoir de la cité, et donc qui a mis en péril le pouvoir de la cité, il est hors de question qu'on l'enterre. Puisqu'il s'est rebellé contre les lois de la cité, hop, on ne va pas l'enterrer, ce sera son châtiment. Parce que sinon, si on ne le punit pas, si on ne montre pas que c'est pas bien, tout le monde va se mettre à désobéir. Et du coup, ben, Antigone va dire, il y a pour moi des lois divines qui font que on doit forcément enterrer un homme qui est mort. Même si c'était quelqu'un qui a mis en péril la cité, etc., on lui doit, il y a un droit sacré. Créon lui va dire non, les lois humaines nous obligent à ne pas, ici, enterrer cet homme-là. Et donc vous voyez bien qu'il y a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans cette pièce d'Antigone, un conflit des légitimités. La légitimité des lois de la cité, Créon, il fait son boulot en fait. Il faut qu'on respecte les lois de la cité. Et Antigone, qui elle vient avec la légitimité des lois divines. Alors est-ce qu'il y a une supériorité des deux? À la fin de la pièce, on va plutôt dire qu'il y a une supériorité des lois divines, parce que Créon va dire oui, bon, ok, je suis allé trop loin, etc. Sauf qu'entre-temps, Antigone se sera donné la mort parce qu'elle aura été condamnée par Créon. Je lis le petit passage où justement Créon apprend qu'Antigone a désobéi à son oncle en enterrant son frère. Et toi qui restes là, tête basse, avoues-tu ou nie-tu le fait? Je l'avoue et n'ai garde, certes, de le nier. Va donc où tu voudras, libéré d'une lourde charge. Le garde sort à Antigone. Et toi maintenant, réponds-moi, sans phrase, d'un mot. Connaissais-tu la défense que j'avais fait proclamer? Défense d'enterrer le frère. Oui, je la connaissais. Pouvais-je l'ignorer? Elle était des plus claires. Ainsi, tu as osé passer outre à ma loi? Demande Créon. Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamé. Ce n'est pas la justice assise aux côtés des dieux infernaux, non, ce ne sont pas là les lois qu'ils ont jamais fixées aux hommes, et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent aussi puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables, des dieux. Elles ne datent, celles-là, ni d'aujourd'hui ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru. Ces lois-là, pouvais-je donc, par crainte de qui que ce fût, m'exposer à leur vengeance chez les dieux? Que je dusse mourir, ne le savais-je pas? Et cela quand bien même tu n'aurais rien défendu? Mais mourir avant l'heure, je le dis bien haut, pour moi c'est tout profit.
Lorsqu'on vit comme moi au milieu des malheurs sans nombre, comment ne pas trouver de profit à mourir? Parce qu'elle vient de perdre ses frères. Subir la mort pour moi n'est pas une souffrance, c'en eût été une, au contraire, si j'avais toléré le corps d'un fils de ma mère, que le corps d'un fils de ma mère n'eût pas après sa mort obtenu de tombeau. De cela, oui, j'eusse souffert, de ceci je ne souffre pas, je te parais sans doute agir comme une folle, mais le fou pourrait être celui-même qui me traite de folle. Vous voyez bien là, légitimité des lois divines et de la demande d'Antigone par rapport en conflit avec la légitimité des lois de Créon. Alors, est-ce que Antigone a raison de désobéir? Est-ce que Antigone a raison de résister à la loi de Créon? Évidemment, ce serait facile de dire « Ah bah oui, 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 c'est sûr ». C'est toujours plus compliqué que ça. Parce que Antigone, elle dit « c'est la loi de Dieu ». Donc oui, très bien, effectivement, chez les Grecs, il y a effectivement des lois divines considérées comme inviolables, sacrées, etc. Mais dans un cadre démocratique, on pourrait dire à Antigone, bah, c'est pas toi qui fais les lois. C'est pas toi qui fais les lois. Vous voyez, si je me mets à la place de Créon, évidemment, je suis pas là pour prendre parti entre Créon ou Antigone et dire qui a raison. Mais on voit bien que c'est le propre de la tragédie, un conflit entre deux légitimités. C'est ça la tragédie grecque. On pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas forcément le moment ici. Donc évidemment, pour aller plus loin sur cette question du rapport entre résistance et obéissance, ben, la grande figure d'Antigone, elle est centrale, évidemment, elle est centrale. Un autre texte que je voulais vous faire lire aussi, c'est celui de David Thoreau, qui a écrit La désobéissance civile en 1849. C'est un très grand philosophe américain qui n'est pas forcément très connu, mais qui a beaucoup réfléchi sur la nature, sur l'écologie et sur le rapport que l'homme entretient avec le pouvoir et notamment avec l'obéissance. Et il a écrit un petit traité philosophique sur la désobéissance civile, qui a beaucoup inspiré des combats au XXe siècle. Donc la désobéissance civile en 1849, il a écrit aussi Walden ou Life in the Woods, la vie dans les bois, qui est un récit d'un homme qui vit dans les bois au contact de la nature. Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Sujet ici, s'il devait écrire en grec, il aurait pu écrire polites, citoyen. Sujet, c'est-à-dire sujet à une autorité. C'est ça, être sujet. Quand on est sujet du roi, ça veut dire qu'on est en fait sous le roi et qu'on est sous son autorité, sous sa souveraineté. Thoreau dit « Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. » C'est bien qu'il oppose d'un côté la loi, la politique, et le bien ici, la morale. La seule obligation qui m'incombe est de faire bien. On pourrait dire même faire le bien au sens moral du terme. On a dit assez justement qu'un groupement d'hommes n'a pas de conscience. Mais un groupement d'hommes consciencieux devient un groupement doué de conscience. La loi n'a jamais rendu les hommes un brin plus justes. Et par l'effet du respect qu'ils lui témoignent, les gens mieux intentionnés se font chaque jour les commis de l'injustice. Sous prétexte de respecter la loi, va dire Thoreau, sous prétexte de respecter la loi, un certain nombre de gens commettent en fait des injustices. Le résultat courant et naturel d'un respect indu pour la loi, donc pas légitime, indu ça veut dire pas légitime, le résultat courant et naturel d'un respect indu pour la loi, c'est qu'on peut voir une file de militaires, colonels, capitaines, caporales et simples soldats, enfants de troupe et toute la clique, marchant au combat par monts et par veaux dans un ordre admirable, contre leur gré. Que dis-je? Contre leur bon sens et contre leur conscience. Ce qui rend cette marche fort âpre en vérité et éprouvante pour le cœur. Vous voyez, Thoreau il dit, quand on voit qu'il peut y avoir des centaines de milliers de soldats qui vont tous se battre, alors même qu'il y en a sûrement l'immense majorité qui, dans leur conscience, dans leur bon sens, pensent que cette guerre est une mauvaise chose, eh ben, il dit qu'on voit bien que l'obéissance à la loi peut être en fait extrêmement néfaste pour la liberté et pour la morale de l'homme. D'où son appel à la désobéissance civile. Ils n'en doutent pas le moins du monde, c'est une vilaine affaire que celle où ils sont engagés. On peut penser là par exemple à ces scènes magnifiques de Voyage au bout de la nuit de Céline, quand Céline va au combat et qui se dit mais il y a des millions de personnes en face de moi, des soldats, nous on est des millions, personne ne veut se tuer, mais finalement tout le monde se massacre et personne ne sait pourquoi on est là en train de se massacrer. C'est une vilaine affaire. Ça pourrait être du Céline ici, même si là c'est exprimé en un langage plus châtié. C'est une vilaine affaire que celle où je suis engagé, pourrait dire Bardamu dans Voyage au bout de la nuit.
Je me demande si vous n'aviez pas travaillé Voyage au bout de la nuit avec Antoine Desjonquers sur un de vos concours blancs. Or, que sont-ils? Des hommes vraiment, ou bien des petits fortins, des magasins ambulants au service d'un personnage sans scrupules qui détient le pouvoir? Et il y a l'idée ici d'une sorte de tyran qui n'a pas de scrupules, qui détient le pouvoir et qui fait faire ce qu'il veut à des hommes qui sont malheureusement contraints d'obéir à la loi. La masse des hommes, il fait exprès de dire la masse ici, pour déshumaniser, la masse des hommes sert ainsi l'État, non point en humain, mais en machine avec leur corps. Et vous voyez là, cette notion de machine, elle peut faire référence à Sartre et à cette idée de mécanisme. J'aurais pu vous mettre j'aurais dû le mettre d'ailleurs, je m'en veux. Pensez évidemment au magnifique tableau de Goya. Vous connaissez Goya le peintre? Goya, le fameux peintre, El Tres de Mayo, qui est le tableau qui représente les soldats napoléoniens à Madrid qui massacrent des Espagnols désarmés. Et on voit bien que dans le tableau, on ne voit pas les soldats napoléoniens. Ils sont comme ça de travers. Je ne sais pas du coup si ça rend bien parce que je ne me vois pas du coup. Mais on ne voit pas leur visage et ils sont à la ligne comme ça, on dirait des machines. Et Picasso va se resservir de ce tableau-là et va le repeindre d'une certaine manière à la façon de Picasso. Et au lieu d'être des hommes, ces personnes-là sont transformées dans le nouveau tableau de Picasso en machines, en robots, en mécanique. Et vous voyez bien que cette dimension machinale, mécanique, c'est justement la mort de la liberté. Donc c'est la mort de la possibilité de la désobéissance. C'est la mort de la possibilité de la désobéissance parce que précisément, c'est parce que, on l'avait vu avec Sartre, c'est parce que l'homme est conscient, c'est parce que, je m'en étouffe, c'est parce que l'homme est conscient de lui-même, qu'il y a une distance entre lui et lui-même, qu'il est capable d'être libre et de dire non, ça se fera sans moi. Ça se fera sans moi. Je n'obéirai pas comme un automate. Ce rôle qu'on me demande de jouer dans la société, je le refuse. Je résisterai et par là même, j'affirmerai ma liberté sur les autres. Et donc ici, c'est exactement ce que dit Thoreau. Alors attention, ne faites pas de Thoreau un existentialiste sartrien, mais on voit bien que cette question de la mécanisation, de la machinisation, de la robotisation du comportement pose un problème par rapport à la morale. On pourrait même aller plus loin et dire qu'il y a des enjeux éthiques par rapport à la guerre moderne. Par rapport à la guerre moderne. Une guerre dans laquelle ce sont les robots qui combattent est une guerre déshumanisée. Est-ce que paradoxalement, une guerre humaine, si tant est que ça existe, c'est pas finalement une guerre bien moins dangereuse qu'une guerre inhumaine, mécanisée? Parce que quand on pilote un drone depuis son ordinateur aux États-Unis, à quel moment la guerre n'est pas autre chose qu'une sorte de jeu vidéo presque? Vous voyez bien que la question de la conscience de ce qui arrive par rapport au jeu mécanique par lequel on obéit presque à un programme informatique comme un automate, repensez encore une fois toujours à Sartre, est-ce que ça, c'est pas la mort de la liberté? Et si c'est la mort de la liberté, c'est aussi la mort de la possibilité de la désobéissance, et donc ça veut dire que c'est le triomphe de la tyrannie. Parce que si on ne peut plus désobéir, le pouvoir risque toujours de devenir tyrannique. C'est ce fameux ordre dans lequel la liberté n'a plus de place, puisqu'elle est complètement niée. Okay. Il y aurait évidemment énormément d'autres textes à voir pour réfléchir à cette question du rapport à la désobéissance et à l'obéissance, mais je pense qu'avec déjà Antigone, Thoreau et ce juste milieu d'Alain, on peut évidemment avoir déjà des belles réflexions. Voilà pour cette petite capsule consacrée à Alain. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette petite capsule. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite surtout bon courage pour tout le travail qui reste devant vous. Ciao!